Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Madame Christine Nicot et à Monsieur Bernard Côté, qui sont administrateurs ad hoc pour l'association Chrysalis Drôme et qui vont vous faire part de leurs témoignages et de leurs réflexions en tant qu'administrateurs ad hoc. Nous sommes bénévoles de l'association Chrysalis Drôme. En tant qu'AH, nous intervenons suite à une désignation d'un magistrat du tribunal de grande instance de Valence. Nous sommes nommés lorsqu'il apparaît que les représentants légaux, en raison de leur indifférence, de conflits d'intérêts ou de défaillance, n'assurent pas de façon satisfaisante la protection des intérêts du mineur. Notre mission est de représenter et d'accompagner en justice des enfants victimes tout au long de la procédure, pendant le procès et dans l'application des décisions du tribunal. Nous n'interrogeons pas l'enfant sur ce qui lui est arrivé. Nous l'informons que nous prendrons connaissance du dossier au palais de justice. Nous sommes par contre à son écoute pour tout ce qu'il souhaite nous dire. Nous travaillons à établir une relation de confiance avec l'enfant pour la bonne marche de notre accompagnement. Cela nécessite du temps. Nous le rencontrons régulièrement pour faire connaissance, échanger sur ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, pour lui expliquer, mettre en mots compréhensibles par lui, les diverses étapes de la procédure. L'accompagner à certaines convocations, chez le juge d'instruction, pour des expertises. Lui expliquer les décisions que nous prenons en son nom, en concertation avec l'avocat. Dans ce monde de la justice qui leur est étranger, notre pratique nous indique que nous sommes un repère rassurant pour ces enfants. Et bien sûr, comme l'indique l'intitulé de notre témoignage, l'administrateur ad hoc aux côtés de l'enfant devant la cour d'assises, nous accompagnons les enfants dans la préparation et au cours du procès. Ceci sera plus développé à la fin de nos témoignages. Je passe le micro à Christine Nicot qui va vous présenter un exemple. La participation au procès d'assises est la pièce maîtresse du parcours des enfants que nous accompagnons. Mais il est impossible de parler de cet accompagnement très spécifique sans aborder au préalable l'accompagnement mis en place dès la première rencontre. Nous rencontrons donc Inès, qui a 17 ans et demi, qui vient de révéler à un membre du personnel de son collège des faits de viol infligés par son père depuis 4 ans. Suite à cette révélation, la personne fait un signalement auprès de l'aide sociale à l'enfance du département. Inès est placée sur le champ à la maison de l'enfance. Son père est incarcéré dans les 48 heures suivantes après l'enquête préliminaire qui recueille ses aveux. Nous sommes désignés administrateurs ad hoc par le juge d'instruction en charge de l'affaire dans les jours qui suivent. Nous rencontrons Inès la première fois accompagnée de l'éducatrice référente du placement. Nous lui expliquons notre mission, notre rôle d'écoute et de représentation et les grandes lignes de la procédure qui va se dérouler dans un temps plus ou moins long que nous ne maîtrisons pas. Inès nous apparaît comme une adolescente en difficulté, retard scolaire, agressivité, problème d'expression verbale. Cependant, pendant l'entretien, elle parle facilement de ce qui la préoccupe, de ses liens avec sa famille proche et sa famille au sens élargi. Elle exprime sa difficulté d'être dyslexique, expliquant l'ensemble de ses problèmes scolaires et relationnels par cet handicap. Elle est sous le choc de son placement à la maison de l'enfance. Elle appelle ce placement un enfermement et veut vite retrouver sa mère et son frère. Inès est convoquée par le juge des enfants 15 jours après son placement. Le juge des enfants va lever la mesure de placement, ordonner un suivi éducatif et Inès va retourner vivre chez sa mère. Pour tous les entretiens à partir de son retour au domicile, Inès viendra accompagnée de sa mère. La première fois, nous les recevrons toutes les deux. Ensuite, nous recevrons Inès seule. La consultation du dossier pénal nous indique que 3 tantes paternelles d'Inès se sont présentées spontanément aux enquêteurs pendant l'enquête préliminaire pour dénoncer des faits similaires dans leur enfance, infligés par leur frère aîné, père d'Inès, faits jamais révélés. Le père est présenté tout au long de ce dossier comme quelqu'un de frustre. Il est présenté comme quelqu'un d'illettré. L'accompagnement auprès d'Inès a duré 1 an et demi. Nous l'avons reçu régulièrement à notre initiative et souvent à sa demande, tant des questionnements divers l'assaillaient dont elle éprouvait le besoin de parler avec nous.
Elle souhaitait par exemple nous parler de la relation très dégradée avec sa famille au sens élargi. Inès, victime des agissements de son père, était mise à l'écart par sa famille paternelle. Cela provoquait pour elle de la colère, de l'incompréhension. Il fallait mettre des mots sur cette situation, tenter d'apaiser ces sentiments contradictoires qui la perturbaient dans son quotidien. Inès n'est jamais revenue sur ses accusations envers son père. Par contre, elle tentait de banaliser les faits. Elle disait « Cela ne durait pas longtemps. Après, il était gentil. C'est mon papa. » Inès avait 2 pères en un, l'un qui l'agressait, l'autre qui lui apportait beaucoup d'attention, qui, selon ses propres mots, lui apprenait la vie. Sa mère travaillait beaucoup et tard à l'extérieur. Son père était donc son principal repère familial. De ce fait, elle avait de la peine et de la difficulté à reconnaître la pleine responsabilité de celui-ci dans les faits qui lui étaient reprochés. Tout au long de la mesure, Inès exprimera une forte envie de voir son père et de lui écrire. Notre rôle était de lui expliquer qu'elle ne devait pas entrer en relation avec son père jusqu'au procès. À chaque entretien, nous devions rappeler à Inès la réalité de la situation, la gravité des faits commis par son père, afin qu'elle reste dans la logique de la procédure. Elle en convenait à chaque fois, mais le questionnement revenait comme un leitmotiv. Inès déplaçait sur la personne qui avait recueilli son témoignage et avait procédé au signalement toutes les contradictions qui l'envahissaient. Cette personne catalysait pour Inès toute la violence de cette démarche qu'elle avait dû faire. Nous repérions avec elle les éléments d'agressivité qu'elle exprimait et amorcions une réflexion sur ces éléments dans le but qu'elle prenne un peu de distance. Cependant, Inès n'a jamais pu quitter ce positionnement qui arrivera à son paroxysme pendant le temps du procès. Elle venait à chaque entretien accompagnée par sa mère. Nous la recevions seule, mais au moment du départ, la mère nous interpellait sur sa propre souffrance, ses inquiétudes, ses difficultés. Face à cette situation, nous avons mis cette mère en relation avec l'association Remède pour la partie aide aux familles. Cet accompagnement n'a cependant pas pu se mettre en place. La mère d'Inès ne pouvait s'empêcher d'occuper un peu l'espace de sa fille, comme pour être reconnue, elle aussi, en tant que victime. Nous lui rappelions le cadre de ces entretiens chaque fois, mais nous étions également très touchés par la détresse de cette mère. Dans ce dossier, notre mission aurait pu s'arrêter à la majorité d'Inès, soit 10 mois avant le procès, car juridiquement, elle était en capacité d'assurer la défense de ses intérêts seule. Cependant, Inès nous a demandé de poursuivre notre accompagnement, se sentant perdue face à ce qu'elle allait devoir assumer. Poursuivre notre accompagnement au-delà de la majorité des mineurs que nous accompagnons est prévu dans notre association quand la demande est clairement exprimée par le mineur devenu majeur. Nous aurons 2 séances de travail avec Inès et l'avocat chargé d'assurer sa défense. L'un pour expliquer la procédure, l'autre pour préparer le procès aux assises. L'avocat que nous avions choisi est très sensibilisé à ces dossiers. Il prend bien le temps d'expliquer à Inès ce qui va se passer, les enjeux de son positionnement personnel, tout en restant à l'écoute de ce qu'elle exprime. Nous arrivons donc au procès. Le jour du procès, Inès arrive empreinte d'une charge émotionnelle très forte. Elle est agitée de tremblements continus. Elle revoit son père pour la première fois depuis 18 mois, encadré par 2 policiers. Elle manifeste une tension extrême. Elle vient de recevoir de la part de son père une lettre. Cet homme a appris à lire et à écrire en détention. Dans cette lettre, il la remercie d'avoir parlé et s'excuse de ses agissements. Les détails des débats du procès, qui sont très crus et très précis, sont pour Inès difficiles à entendre. À ce moment-là, elle exprime une souffrance davantage tournée vers son père que pour elle-même. Elle pense que son père n'est pas apte à mesurer l'importance de ce procès et de ses conséquences. Elle est de ce fait dans un état de grande agitation que nous devons contenir. L'un de nous devra sortir avec Inès au moment du témoignage de la personne ayant recueilli sa parole au lycée, car Inès devient très agressive en parole et complètement incontrôlable. L'un de nous devra également sortir avec elle de la salle au moment de la plaidoirie de l'avocat général qui souligne la gravité des faits commis, ce qu'Inès ne veut pas et ne peut pas entendre. Inès réagira très fortement à l'exposé de l'expertise psychologique,
la concernant, se sentant blessée par certains termes. Nous reformulerons ce qu'expose l'expert afin qu'Inès puisse entendre ce qui est dit et mieux l'appréhender. Au terme de cette longue journée aux assises, Inès exprimera sa douleur de voir son père condamné à une lourde peine. Cependant, elle pourra dégager de ce procès, au-delà des fortes émotions qui ont été les siennes, que son histoire a été bien entendue, bien comprise par l'avocat et par le tribunal, que son père a maintenu ses aveux. Elle exprimera se sentir libérée d'un lourd poids et de se sentir dès lors dans une nouvelle phase de son existence, sans pour autant être dans l'oubli de ce vécu. Je poursuis l'intervention auprès de l'enfant dans le procès aux assises en vous présentant une deuxième situation, celle de Marie, qui avait 12 ans et demi quand nous la rencontrons pour la première fois. Elle a connu un long parcours de placement depuis sa petite enfance. Elle est admise depuis 2 ans dans un lieu de vie. C'est dans ce centre qu'elle est victime de viols en réunion commis par 2 jeunes accueillis dans le même lieu. Marie a 12 ans au moment des faits, les agresseurs ont 14 et 16 ans et demi. Nous la rencontrons la première fois à la Maison de la Justice et du Droit. Elle est pratiquement mutique, épaules rentrées, hochant la tête pour toute expression. Elle se détend quand nous lui parlons de son quotidien. Elle parle alors de ce qui lui plaît beaucoup, à savoir une activité sportive qu'elle pratique tous les jours. L'équipe éducative nous informe du repli sur elle-même de Marie suite à l'agression, puis d'un apaisement véritable suite au départ des 2 auteurs du lieu de vie. Lors de nos rencontres suivantes, elle se montre plus dans le dialogue. Par contre, elle exprime ses craintes quant à ce qui l'attend, à savoir le procès à venir. Quelques mois avant la date du procès, Marie et l'équipe éducative ont construit un projet de retour au domicile de la mère. Ce projet a été validé par le juge des enfants. Marie a 14 ans et demi lors du premier procès. Il va y en avoir 2, un aux assises des mineurs pour l'un des auteurs et un au tribunal pour enfants pour le deuxième. Nous avons préparé ce procès avec Marie et le concours de son avocate. Elle faisait part de beaucoup de réticences pour y assister. Revoir son agresseur, devoir parler, alors comme elle le disait fréquemment, elle avait déjà tout dit. Notre rôle est bien alors de mesurer si l'enfant ou l'adolescent est en mesure ou non d'assumer une présence à ce procès aux assises. Pour Marie, il nous paraissait important qu'elle soit présente. Elle avait besoin de réentendre que nous serions là tous les deux, que nous formerions comme un écran protecteur autour d'elle. La position de l'avocate est importante pour Marie. L'avocate réexplique que c'est bien le procès de l'auteur, en décrit les différentes étapes, souligne l'importance de chacune d'entre elles. Finalement, elle sera présente au procès, sa mère sera aussi à ses côtés. Le procès va durer 2 jours, sans le reprendre dans son intégralité. Je pense important de citer quelques phases de celui-ci dans ce qu'elle représente pour la victime. L'arrivée dans le box de l'accusé. Cette arrivée va provoquer un mouvement intense de tension pour Marie. La longue relecture du réquisitoire par le président du tribunal. Tous les faits sont énoncés avec force détail. La violence des mots percute Marie dans sa mémoire, dans son corps. Elle reste cependant très attentive. Les questions posées à l'auteur par la cour ou par les avocats. L'auteur qui nie, hésite, atténue, banalise les faits. Marie s'agite sur le banc, nous sommes vigilants et nous la faisons sortir au moment où cela n'est plus supportable pour elle. Elle ne se maîtrise plus. La venue des témoins à la barre, particulièrement les témoins favorables à l'auteur, qui décrivent ce en quoi cet homme jeune a traversé une histoire personnelle difficile, ce en quoi il pourrait ne pas être tout à fait responsable pleinement de ses actes. Marie se tortille, tire sur ses vêtements, ne supporte pas ce qu'elle entend, qui vient nier une part de sa souffrance. L'audition filmée. Marie avait été entendue à l'unité d'accueil des enfants victimes au nom de la partie civile. Nous avions demandé que cette audition soit visionnée au procès, d'une part pour pallier à une éventuelle absence de Marie à l'audience, et d'autre part pour que les acteurs de ce procès voient et l'entendent. Marie, âgée, je le rappelle, de 12 ans et demi lors de la révélation des faits. Très précise dans ses paroles, capable de reprendre le gendarme qui l'auditionnait s'il ne reprenait pas le terme qui était le sien. Ce témoignage très parlant pour la cour d'assises est une épreuve pour Marie.
Ce n'est pas les explications des faits en eux-mêmes qui la dérangent, mais pour un échange pendant cette audition dont elle se rappelle trop bien, à savoir à une question du gendarme en rapport avec son environnement au moment des faits et la composition de sa famille, Marie avait répondu avec force qu'elle ne voyait sa mère que 2 fois par mois. Cet échange pouvait être perçu comme un reproche en direction de sa mère, et Marie, au moment du procès, avait voulu que sa mère n'entende pas ces propos, de peur qu'ils ne viennent ternir le début de reconstruction du lien avec sa mère. Percevant sa détresse, nous avons dû la faire sortir de la salle d'audience afin de reprendre tout cela avec elle, puis avec sa mère, dans le but de dépasser cette crainte. L'audition de Marie, son niveau d'appréhension est fort. L'avocate est à ses côtés afin de la soutenir au mieux. Marie répond aux questions du président, confirme les faits. Quand le président cherche à lui faire développer davantage certains points, elle dit « Je ne veux pas en reparler, j'ai tout dit. Je veux vivre ma vie maintenant, je ne veux plus y penser. » L'avocate reprend alors et lui demande « Si tu pensais à tout cela, qu'est-ce qui se passerait ?» Marie la regarde intensément et répond « Je me tuerai tout de suite. » Un silence sidéral accompagne ses propos. Son audition se terminera sur cet échange. Lors de la plaidoirie de son avocate, Marie lui porte une attention intense. Puis, lors d'une pause faisant suite à ce temps, elle interpelle l'avocate en ces termes. « Vous avez fait un beau discours », soulignant par ces mots à quel point elle avait perçu que cette avocate avait entendu, pris en compte son histoire et lui avait apporté une attention de qualité. À la fin des débats, quand Marie aura entendu le tribunal déclarer l'auteur coupable, avec l'énumération des différentes sanctions, elle se redressera, esquissera un petit sourire et dira « Je ne regrette pas d'être venue ». Au-delà de ces exemples précis, nous pouvons dire que tout au long des procès auxquels nous participons, notre attention est extrême, tournée vers le mineur que nous accompagnons, mais aussi envers tout ce qui s'échange au cours des débats, des témoignages. Nous devons, en temps réel, réexpliquer, décoder ce qui est dit, compris par les victimes. Nous devons être à l'écoute des ressentis, des émotions, prêts à prendre des initiatives pour soutenir la jeune victime dans ce qu'elle vit à ce moment-là qui est intense et douloureux. Quand la participation au procès se révèle impossible à supporter pour la jeune victime, nous sommes là en tant qu'AH pour participer à ce procès en son nom et lui retransmettre ensuite les éléments qui peuvent l'aider à avancer, à se reconstruire un parcours de vie après l'agression. Nous constatons tout au long de notre pratique que la participation à un procès, quand cela est possible, conforte la jeune victime dans un processus de reconstruction. Le moment du procès met en lumière tout le processus de la justice depuis la révélation des faits. La victime entend tout ce qui a été mis en œuvre pour la recherche de la vérité, pour réunir les éléments d'appréciation des faits. C'est un peu comme reprendre sa vie en main, être plus fort que ce qui lui est arrivé. Notre mission ne s'arrête pas au procès. Nous devons, avec l'aide de l'avocat, obtenir l'indemnisation des enfants victimes si le jugement le prévoit. Quand le recouvrement est obtenu, si les représentants légaux du mineur ne sont pas habilités à gérer les dommages et intérêts dévolus à l'enfant, nous sollicitons l'autorisation du juge des tutelles au mineur pour ouvrir un compte au nom de l'enfant jusqu'à sa majorité. Il peut se passer beaucoup de temps entre la fin de la mesure d'accompagnement et la majorité de l'enfant. Au moment de cette majorité, nous le recontactons pour lui remettre la gestion de son compte et lui proposons, si besoin, un accompagnement dans cette démarche. La récupération de la gestion du compte en banque est souvent le déclencheur pour ces jeunes majeurs qui s'interrogent alors et nous interrogent, nous, en tant qu'administrateurs ad hoc, sur le déroulé de l'accompagnement effectué à leur profit, sur le procès et ses circonstances. Nous pouvons relire avec eux le jugement s'ils en font la demande. Il est donc très important de laisser des traces écrites, transmissibles aux enfants devenus majeurs, et de pouvoir accompagner cette reprise de contact en amortissant cette sorte de plongée dans le passé, avec parfois le retour de souvenirs enfouis et son cortège de sentiments contradictoires, parfois très violents à assumer. Merci de votre écoute.